Je remercie. Salam alaikum. Je remercie tout d'abord M. Abdelhakim El-Hakmaoui d'avoir accepté ma participation au cours de ce colloque de l'étudiant organisé à la fac de droit de Salé. Le thème de mon intervention est relatif aux garanties juridiques d'une personne gardée à vue, le préalable indispensable pour un procès équitable. Tout d'abord, le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale a connu plusieurs réformes depuis l'indépendance, des réformes qui ont eu pour but d'introduire plusieurs droits à la personne gardée à vue durant l'enquête policière. Ces droits ont eu pour but d'asseoir un certain nombre de droits qui existent durant la phase judiciaire pour les introduire de manière graduelle dans la phase policière qui s'avère une phase administrative mais sous surveillance du parquet compétent. Mon intervention, j'ai opté de scinder mon intervention en deux parties. La première partie est réservée à la notion de la garde à vue, une notion édictée par la loi et supervisée par le parquet. Et la deuxième partie est relative à l'appréciation de l'ensemble des droits reconnus à la personne gardée à vue. Concernant la notion de garde à vue, cette notion s'avère une notion vague au contour illimité. Cette carence est due au texte du Code de procédure pénale, notamment l'article 66. Le Code de procédure pénale ne donne aucune définition à la notion de la garde à vue. Il se borne seulement à préciser les prérogatives de l'officier de la police judiciaire, les motifs et les motivations pour lesquels une personne peut être placée en garde à vue. Le problème que pose l'article 66, notamment toute personne peut être placée en garde à vue pour les nécessités de l'enquête, peut impliquer toute personne et même un simple témoin, ce qui porte atteinte gravement aux principes directeurs des procès équitables, notamment la présomption d'innocence. Le législateur marocain n'a pas donné de définition, toutefois, la jurisprudence française a donné une définition à la garde à vue, selon laquelle la garde à vue est le temps passé par l'accusé en retenue administrative sous la surveillance et le contrôle de l'officier de la police judiciaire chargé de l'enquête. Concernant les personnes qui peuvent tomber sous l'emprise de la garde à vue, le texte n'a pas précisé les personnes. Il vient de lier cette condition à la nécessité de l'enquête. Toutefois, le législateur français a imposé une définition et il invoque les motifs raisonnables, les motifs plausibles et raisonnables pour le placement d'une personne en garde à vue. Le législateur marocain, dans le débat relatif au projet de code de procédure pénale, a essayé de dresser une liste limitative des cas en vertu desquels une personne peut être placée en garde à vue. Ces cas sont au nombre de 7, notamment la préservation des preuves, les besoins de l'enquête, la crainte de la fuite du suspect pour le conduire devant la justice après l'enquête, éviter que le suspect porte menace aux témoins ou à la famille ou aux proches de la victime, la protection du suspect lui-même, la cessation du trouble causé par un fait dangereux ou le dommage ou la nature du dommage causé ou la dangerosité du suspect. Si le législateur marocain n'a pas donné de définition à la garde à vue, il a institué un contrôle rigoureux. Ce contrôle est appliqué par le parquet compétent. En effet, le parquet compétent peut, à travers un certain nombre de mesures, autoriser les mesures de garde à vue quand il s'agit de l'enquête préliminaire ou seulement être avisé par l'officier de police judiciaire lors de l'enquête de flagrance ou même dans le cas de prolongation de la garde à vue
Et toutefois, le parquet peut se déplacer, peut se passer du contrôle sur pièce pour faire un contrôle sur place dans les locaux de la police. Notamment, il peut effectuer des visites aux locaux de détention dans les commissariats de police. Il peut vérifier le registre de la garde à vue qui garantissent que la personne gardée à vue puisse bénéficier qu'on puisse préserver les conditions de la dignité humaine. Toutefois, j'ai eu une remarque concernant le registre de la garde à vue. Il y a une rubrique qui concerne la nourriture donnée à la personne gardée à vue. En effet, j'ai posé la question à un officier de police judiciaire concernant les mesures ou comment on fait pour donner de la nourriture. Il m'a dit qu'il n'y a aucune disposition dans le travail policier qui dresse une recette pour payer la nourriture des gardes à vue et que cette mesure se fait à travers les proches de la personne gardée à vue pour que ce dernier puisse se nourrir. Donc concernant ce point, on estime que le législateur a seulement qui respecte des formalités sans pour autant garantir l'application de ces mesures de garantie qui garantissent une bonne garde à vue pour la personne suspecte. Un autre point concerne le contrôle du parquet, c'est celui de l'aptitude du parquet compétent pour contrôler les mesures de la garde à vue. En effet, le parquet compétent, le parquet comme organe judiciaire est un organe à double pouvoir. En même temps, le parquet est une autorité judiciaire amenée à exécuter l'étape de poursuite. Et en même temps, c'est une autorité chargée de contrôler les mesures de la garde à vue. En effet, ce double pouvoir porte atteinte au principe de séparation entre les étapes de l'enquête policière pour passer à l'enquête judiciaire dans le tribunal. J'ai ici un certain nombre de jurisprudences européennes dans lesquelles on fait mention à cette atteinte au principe de séparation du pouvoir. On estime que le parquet est une autorité il est sous l'atteinte du pouvoir exécutif. Donc il faut séparer le contrôle de la poursuite. Le parquet ne peut pas faire l'étape de poursuite et en même temps être l'autorité qui contrôle la garde à vue. Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt Medvedev, a statué ainsi. Force est de constater que le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il lui manque en particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié. Dans un autre arrêt, de leur statut, les membres du ministère public ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte au moins, au même titre, l'impartialité par les garanties inhérentes à la notion autonome de magistrat, au sens de l'article 5, alinéa 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. On constate qu'il faut réformer le Code de procédure pénale pour introduire une autre autorité chargée du contrôle des mesures de la garde à vue et de séparer le contrôle de la poursuite, à l'instar du législateur français qui a introduit le juge des libertés et de la détention, le seul habilité à statuer sur la détention d'une personne, même en garde à vue. Concernant la deuxième partie de mon intervention, elle concerne l'appréciation de l'ensemble des droits reconnus à une personne gardée à vue. Ces droits, on peut les diviser en deux. Les obligations d'information et le droit de se défendre. Les obligations d'information, c'est une charge mise
ce sont des obligations mises à la charge de l'officier de police judiciaire. En effet, l'officier de police judiciaire est tenu de notifier en premier lieu le placement en garde à vue. La notification du placement en garde à vue est différente de la notification des droits, parce que dans certains cas, je donne un exemple, il peut qu'une personne soit arrêtée, comme par exemple à l'Aïoun, et le service demandeur se trouve à Tanger. Donc le service demandeur se trouve en dehors de la circonscription judiciaire. Donc on aura un temps qui va s'écouler entre l'arrestation et la présentation du suspect au service demandeur. La loi ne dit rien concernant ce point. Il y a une vide juridique. Est-ce qu'on va comptabiliser cette période entre le transfert jusqu'à la présentation de la personne au service demandeur pour qu'il soit auditionné ou non? Toutefois, le projet de loi du Code de procédure pénale a trouvé une solution, comme il va instituer que la période entre l'arrestation et la présentation au service de demandeur ne sera pas comptabilisée dans la période de la garde à vue de 48 heures préliminaires selon le cas. Toutefois, cette période sera comptabilisée, sera retranchée du jugement final en cas où il y a une peine privative de liberté. Après avoir expliqué la notion de notification du placement en garde à vue, il y a l'autre droit, c'est celui de notifier à la personne son droit au silence. Chez certains délinquants, comme quoi le droit au silence est un droit absolu. C'est complètement faux, parce que le droit au silence est un droit relatif. Le suspect, lors de l'audition par un officier de police judiciaire, doit répondre à un certain nombre de questions, notamment les questions concernant son identité. Il ne peut pas nier les choses concernant son identité. Toutefois, il peut refuser de répondre aux questions relatives aux faits reprochés à lui. Le droit au silence œuvre, l'introduction du droit au silence, il y a une raison derrière cette introduction, c'est le fait d'attendre l'arrivée de l'avocat. Parce que la personne suspecte peut se trouver sous l'emprise de l'officier de police judiciaire qui va exercer une pression. Donc, l'arrivée de l'avocat va assouplir cette situation. Cette étape nous amène vers l'étape, la deuxième partie de ce deuxième chapitre, concernant le droit de se défendre. La personne suspecte, la loi offre à la personne suspecte de se défendre, soit à travers un avocat, ou bien de se défendre son intégrité physique. Le droit de se défendre à travers un avocat, cette éventualité est apportée par les dernières réformes du Code de procédure pénale. En effet, la personne est en droit d'être assistée par un avocat, ou toutefois, un avocat lui sera désigné à travers le barreau. Toutefois, la question qui se pose, il y a un problème de rémunération des honoraires de l'avocat. La plupart des avocats adoptent une passivité lors de l'assistance de la personne gardée à vue, sans compter les restrictions derrière l'assistance de l'avocat et la durée de 30 minutes qui s'avère une durée incapable d'assister la personne suspecte, surtout en cas de pluralité d'avocats. Comment on va faire? Va-t-on donner 30 minutes à chaque avocat ou bien se contenter d'un seul? En tous les cas, le projet du Code de procédure pénale répond à cette question. Il dit que 30 minutes pour tous les avocats. Et encore, il dispose que le suspect est assisté par l'avocat dès la première heure. L'introduction de l'avocat dans les locaux de police s'est faite de manière graduelle. Pourquoi? Parce que l'avocat est un corps étranger aux locaux de police. Il fallait une période pour introduire
cette personne avec souplesse. C'est pourquoi on a retardé premièrement l'assistance de l'avocat et maintenant l'assistance de l'avocat va se faire dès la première heure pour se faire même lors des auditions dans le cas de l'enquête préliminaire. Le dernier point concerne la défense, le droit de défendre son intégrité physique. En effet, il y a une irrégularité dans la loi. La personne gardée à vue ne peut pas demander de subir un examen médical. Toutefois, il y a une autre disposition qui oblige l'officier de police judiciaire de présenter le suspect pour un examen médical s'il constate des signes de détresse, de malaise ou de maladie qui s'affichent sur le suspect. Cette prérogative est édictée par la si l'officier de police judiciaire n'agisse pas de cette façon, il peut être condamné pour non-assistance à une personne en danger. Ce droit de subir un examen médical sera édicté dans le projet de code de procédure pénale, mais il y a encore une carence, car la demande de l'examen médical ne peut se faire qu'à travers l'initiative de l'officier de la police judiciaire, car la personne suspecte ne peut pas demander de subir un examen. C'est une éventualité qui existe dans le droit français. En effet, le suspect a le droit de demander d'être examiné plusieurs fois durant la garde à vue. C'est une garantie pour protéger l'officier de police judiciaire et en même temps une assurance pour la personne gardée à vue de ne pas subir des tortures. Merci pour votre attention.